Négociations qui reprennent entre l'Iran et les puissances signataires de l'accord de 2015, crise politico-sécuritaire en Jordanie et, enfin dans le magazine, une interview plutôt spéciale à l'intérieur d'un blindé. Nouveau numéro de défense, c'est parti. Nous on commence avec vous, Jonathan Serrero. Merci d'être avec nous. Vous êtes notre spécialiste des questions de politique et de diplomatie. Réponse annoncée, prévue, c'est selon, de Jérusalem à la Cour pénale internationale qui s'est dite compétente pour juger Israël de crimes de guerre présumés. Oui, le Premier ministre Netanyahou a donc réuni un cabinet restreint composé donc des ministres de la Défense Benny Gantz, ministre des Affaires étrangères Gabi Ashkenazi et des principaux acteurs de la vie sécuritaire du pays, notamment Meir Ben Shabbat, conseiller à la sécurité nationale, mais aussi le chef d'état-major de Tzahal, Aviv Kochavi, objet des discussions, fournir la réponse la plus convaincante et la plus efficace à la Cour pénale internationale qui s'est dit donc compétente d'ouvrir une enquête contre Israël au sujet de deux faits, les constructions que cette Cour pénale juge illégales dans les territoires et l'opération bordure protectrice de 2014. Alors il y a trois options qui se présentent pour Israël. Celle de répondre à la Cour pénale internationale. Mais répondre à la Cour pénale internationale, c'est en quelque sorte reconnaître sa compétence, et cela, Israël l'écarte de manière assez claire. Deuxième option sur la table pour Israël, demander de reporter la demande d'ouvrir cette enquête du côté du tribunal pénal international. Et j'ai pu conversé avec une source, un haut fonctionnaire israélien en charge du dossier qui m'a indiqué que c'était l'option la plus plausible aujourd'hui pour Israël. Troisième option pour Israël, c'est de ne pas répondre à cette requête de la Cour pénale internationale, mais cela voudrait dire que le tribunal de La Haye pourrait ouvrir une enquête immédiate contre Israël. Ça, c'est assez incroyable, parce que pendant la campagne, vous êtes bien placé pour le savoir, Benjamin Netanyahou et Benny Gantz ne se parlent pas, se détestent, se déchirent et se rencontrent ce soir pour parler d'un problème de crise majeure. Oui, les dossiers diplomatiques et les dossiers sécuritaires sont traités à part par le triumvirat Benjamin Netanyahou, Benny Gantz, Gabi Ashkenazi. Je vais vous donner juste un seul exemple, Mathias. C'était au mois de juillet. Le dossier de la souveraineté israélienne dans les territoires était mis sur la table, mais il y avait aussi cette menace de La Haye qui planait au-dessus de la tête de l'État d'Israël, et cela a obligé Benjamin Netanyahou, en concertation avec Benny Gantz et Gabi Ashkenazi, de faire marche arrière et de mettre le dossier de la souveraineté de côté. L'art de la politique face aux sécuritaires. Merci, Jonathan Serrero, d'avoir été avec nous. Allez, on poursuit cette édition de Défense avec vous, professeur Yaakov Nagel, chercheur au think tank américain Fondation pour la défense des démocraties, général de brigade et ancien conseiller à la sécurité nationale. Si je vous dis négociation entre l'Iran et les puissances signataires de l'accord de 2015, vous me dites en colère ou espoir de convaincre les États-Unis? Je suis déçu par la tournure que prennent les événements. Je ne fais pas partie de l'administration aujourd'hui, mais j'ai écrit plusieurs articles consacrés à ces questions. Je crois que l'approche que nous avons actuellement est problématique. Et si je devais résumer en une phrase l'absurdité de la situation, c'est que là, nous sommes en train de discuter pour savoir quel est le problème. Et le problème est le suivant. Comment faire revenir l'Iran à la table des négociations? Et quel est notre objectif final? Quand je dis nous, je veux dire les États-Unis. Notre objectif final est de faire revenir l'Iran au sein de l'accord sur le nucléaire. Les Iraniens ont réussi à emmener le monde là où ils le souhaitaient. Et maintenant, la question qui se pose est comment pouvons-nous convaincre les pauvres Iraniens de revenir dans cet accord? Il ne s'agit pas de savoir comment les faire revenir dans l'accord sur le nucléaire tel qu'il était à l'origine. La question est de savoir comment leur donner envie de signer un autre accord. Parce que si vous lisez ce que j'ai écrit, et je peux vous en parler, on ne peut pas revenir à l'accord d'origine. C'est une mission impossible. On ne peut pas parce qu'avec tout ce qu'il s'est passé depuis 2015, nous ne sommes plus dans la même situation. Quand je lis ce qu'il se passe cette semaine à Vienne, quand je rencontre des ambassadeurs américains, européens et même israéliens, ils se posent tous la même question. Comment faire revenir l'Iran à la table des négociations? Mais moi je dis, ne les faites pas revenir à la table des négociations, faites en sorte qu'ils veuillent y revenir d'eux-mêmes, en renonçant à leur programme nucléaire qui est le chemin le plus court et le plus certain vers l'obtention de la bombe atomique. Yaakov Nagel, si je lis entre les lignes, vous dites en clair que vous n'avez pas confiance aux États-Unis?
Non, ne me faites pas dire ce que je n'ai pas dit. Je fais toujours confiance à mes très bons amis de l'administration américaine parce que ce sont nos alliés les plus précieux. Mais si vous me demandez si je fais confiance aux négociateurs, que je connais pour la plupart, j'ai l'impression d'avoir déjà entendu leurs discussions. Par rapport à 2013, 2014, 2015, quelle est leur mission au fond? Quel est leur objectif quand ils s'adressent aux Européens ou aux Iraniens? Est-ce que le but de la Maison-Blanche, c'est de savoir comment faire revenir les Iraniens à la table des négociations et comment revenir à l'accord nucléaire défectueux d'origine? Mais tout le monde, y compris les Européens avec qui je parle, tout le monde a compris que c'était impossible. Et ce pour deux raisons principales. Premièrement, parce que les changements technologiques qui se sont produits depuis 2015 ou 2018, si vous voulez, sont importants. Depuis cette année, les Iraniens ont amélioré leurs équipements technologiques et leurs centrifugeuses. Ils continuent à enrichir de l'uranium. Ils développent des centrifugeuses de type IR-2M et IR-4, etc. Alors qu'ils étaient censés cesser cette activité. Et deuxièmement, nous connaissons leur système d'armes grâce à leurs archives atomiques et nous savons qu'ils violent les engagements qu'ils ont pris puisque l'AIEA a découvert 3 ou 4 sites en Iran. Et ils n'ont fourni aucune réponse. Donc, il faut qu'ils avouent ce qu'ils ont fait dans le passé. Et il faut qu'ils reviennent à un niveau de technologie moins avancé. Mais ça, c'est impossible parce qu'ils ne peuvent pas revenir au point où ils étaient en 2015. Donc, décider de revenir à l'accord de 2015, c'est la plus grosse erreur qu'ils puissent faire. Ne dites pas que je ne leur fais pas confiance, mais je crois qu'ils vont dans la mauvaise direction. Mais citez-moi un exemple concret du processus de vérification qui ne fonctionne pas, selon vous. Il y a des gens qui ont écrit que l'une des plus grandes réussites de l'accord sur le nucléaire iranien, c'est qu'il permettait de vérifier et de surveiller comme jamais auparavant ce que font les Iraniens. Mais à quoi ça sert? Si on contrôle ce qu'ils font et qu'on se rend compte qu'ils violent l'accord, que ce soit dans le passé, en ce moment même, ou à l'avenir, l'AIEA est censée rédiger des rapports. Et 1 ou 2 jours avant que ces rapports ne soient envoyés, le directeur de l'AIEA va recevoir un appel des États-Unis qui lui demanderont de ne pas les publier parce que ça saperait leurs efforts pour faire revenir les Iraniens à la table des négociations. Alors à quoi bon surveiller et contrôler si on ne dit rien dès qu'on découvre quelque chose d'illégal? On a vu qu'il y a eu de nombreuses violations de l'accord sur le nucléaire, de l'accord précédent, des possibles dimensions militaires du programme nucléaire iranien, des résidus de particules nucléaires, et il n'y a rien eu. Aucun rapport n'a été publié. Alors, à quoi ça sert? Je pose la question. Nous devons décider de ce que nous voulons faire avec les Iraniens. Est-ce que nous allons les laisser continuer à se diriger vers l'obtention de l'arme nucléaire? Ou est-ce que nous allons mettre un terme à leur programme nucléaire et leur imposer des limites pour qu'ils ne puissent pas développer la bombe atomique? Tous les pays affirment qu'ils ne veulent pas que l'Iran obtienne l'arme nucléaire, mais, dans les faits, ils agissent d'une manière qui leur permettra de facto de l'avoir à coup sûr. Yaakov Nagel, est-ce que vous pouvez me confirmer avoir été choisi par le Premier ministre pour participer à la stratégie israélienne contre le retour de l'accord sur le nucléaire iranien? Avant tout, une explication s'impose, si vous le permettez, comme je le fais en ce moment avec vous. Avec Ami Dror et d'autres, nous avons dit que les journalistes ont raison. Nous faisons partie d'un groupe. Malheureusement, aujourd'hui, tout le monde est focalisé sur la politique, notamment la formation d'un nouveau gouvernement. Et c'est très important. Mais le dossier iranien est très important lui aussi. Je ne dis pas à mes amis de la NSA et des autres institutions ce qu'ils ont à faire. Ils connaissent leur travail. Ils n'ont pas besoin de recevoir de consignes de ma part ou de celle d'Ami Dror. Le Premier ministre aussi sait ce qu'il doit faire. Il nous met à contribution. Il écoute ce que nous avons à lui dire. Nous expliquons au monde entier ce qu'il va se passer et regardez à quel point c'est ridicule. Si les Iraniens acceptent de revenir à la table des négociations, alors la fin des négociations sera au moment où les Iraniens auront accepté de revenir à l'accord défectueux d'origine. Je n'ai jamais rien entendu d'aussi absurde. Mais concrètement, qu'est-ce que vous proposez? Comment comptez-vous arriver à convaincre? Si on veut un nouvel accord, il faut que les Iraniens reconnaissent toutes leurs fautes. Il faut qu'ils avouent ce qu'ils ont fait dans le passé, sur les possibles dimensions militaires du programme nucléaire. Il faut qu'ils ferment tous leurs sites d'enrichissement d'uranium qui sont illégaux, selon une résolution votée par le Conseil de sécurité de l'ONU, avant même la signature de l'accord. Après cela, on pourra envisager de reprendre le dialogue avec eux, mais revenir à la table des négociations juste pour revenir à l'accord défectueux de 2015, eh bien cela, ça ne sert à rien. Mais je comprends, les gens qui travaillent pour l'Amérique aujourd'hui sont ceux qui ont signé l'accord en 2013 et en 2014. Donc, ils ne vont pas dénigrer cet accord. Mais ils doivent comprendre qu'entre 2015 et aujourd'hui, eh bien, il s'est passé beaucoup de choses et qu'on ne peut pas revenir en arrière.
Je crois que les Européens commencent à le comprendre. Chez les Américains, il y en a qui comprennent et puis il y en a qui ne comprennent pas. Nous devons faire tout notre possible pour qu'ils comprennent cette question. Ils doivent comprendre les faits avant de commettre des erreurs. Mais revenir à l'accord nucléaire d'origine de 2015, ça, c'est de la pure folie. Merci, Yaakov Nagel, général de brigade, ancien conseiller à la sécurité nationale israélienne. Je vous remercie et je vous souhaite bonne chance. Et merci de m'avoir invité dans votre émission. Allez, on change de sujet pour évoquer la crise politico-sécuritaire en Jordanie. Avant d'en parler longuement avec l'orientaliste Eddie Cohen, écoutez cet enregistrement plutôt inédit, rare, que nous sommes parvenus à obtenir. La conversation entre le chef d'état-major jordanien Youssef Houneiti et le prince héritier Hamza. Écoutez, vous allez voir. تقول لي شو اعمل ومع مين التقي من شعبي ووطني في بيتي؟ ما بعرف انا شيء. احنا الاجهزه الامنيه اللي بحكي لك سيدي. يعني انتم الاجهزه الامنيه قاعدين تهددوني؟ ما بنهددك. طب شو اللي قاعدين تحكوا بالضبط؟ لا يا سيدي احنا بنحب سوء اداره الدوله بسببي انا؟ لا سيدي ما بنحكي. الفشل اللي قاعد يصير بسببي انا؟ سمو الامير. سيدي سامحني، التخبيص اللي بيصير بسببي انا؟ سمو الامير لو سمحت. اذا سمحت يا سيدي، انت جاي على بيتي تقول لي انت ومدراء الاجهزه بتهددوني؟ ما تطلع من بيتك بس تروح عند اهلك وما تغرد؟ سمو الامير. سيدي اركب بسيارتك واطلع من الباب. سمو الامير لا ترفع صوتك، سيدي الناس ما لازم. شنو ما ترفع صوتي؟ ورساله مدير المخابرات العامه ورساله مدير الامن العام. انه ايش؟ انه سيدي تلتزم بما قلت لك. ايش؟ انا اردني حر ابن ابوي، الي الحق اني اختلط بابناء شعبي ووطني واخدم وطني مثل ما وعدت واقسمت له وهو على سرير الموت. فانت جاي هسه انت يا سيدي سامحني، وين كنت قبل 20 سنه؟ انا كنت ولي عهد هذه البلد بامر من والدي الله يرحمه. انا اقسمت له اني اظل اخدم وطني وشعبي ما حييت. انتوا هسه بعد التخبيص اللي قاعد يصير اللي مش بسببي وانا ما لي علاقه فيه. طيب توكل على الله. اشكرك سيدي. الله يعطيك العافيه. شكرا سيدي اسمعني ارجوك. On vous retrouve donc, orientaliste et chercheur Eddie Cohen. Merci d'être avec nous. Première réaction d'ailleurs à cette conversation entre le prince héritier Hamza et le chef d'état-major. C'est quand même assez inédit. Oui, oui, c'est un dialogue sans précédent. On n'a presque jamais vu un ton pareil. Et un chef de l'armée, il parle avec une personne qui était prince héritier il y a 19 ans. Et lui dit ça. C'est un dialogue très fort. Et par ce dialogue, on peut voir que la situation en Jordanie est très grave. Alors justement, ce qui est en train d'être joué derrière vous, on le voit sur cet écran, c'est un journaliste, un blogueur, qui vous invective et qui dit plusieurs fois Eddie Cohen, parce que, il faut le signaler, et c'est vrai, vous avez été le premier sur la toile en Israël à repérer ce qui allait se passer en Jordanie. Comment vous y êtes arrivé ? Bon, et vous savez, j'ai mon compte de Twitter, j'ai plus que 400 000 personnes. La plupart, ils viennent du monde arabe. Et j'ai beaucoup de sources. Je suis un journaliste, quand même, je ne peux pas vous dire qui m'a envoyé cette information. Mais j'ai eu plusieurs fois, ces dernières semaines, plusieurs vidéos inéditées. Le public, les gens en Jordanie, ils en ont marre de ce gouvernement. Il y a pas de travail, il n'y a pas d'argent, il y a de l'inflation, la pauvreté. Les gens ont marre, les gens ils veulent changer le gouvernement et aussi le royaume. Mais à ce point, c'est-à-dire quel est le poids véritablement, du coup on en perd notre latin, quel est le poids véritablement de ce prince héritier face à la situation-là, Hamza? Tout ce que vous entendez, les médias, ne croyez pas les médias arabes. Ça, on sait très bien en Israël qu'ils ne diffusent pas la vérité. Il y a une centaine de gens interpellés. Il n'y a pas 10 ou 20 comme ils prétendent. Ça veut dire que pour vous, il n'y a pas eu de sulha, ce qu'on appelle une entente hier entre le roi Abdallah II. C'est Zama sulha, c'est une sulha, soi-disant sulha, c'est pour les médias, mais ce n'est pas une sulha. Les pauvres, les gens interpellés, ils vont payer le prix, mais le prince héritier et Hamza, il ne va pas payer ce prix. Et ça, c'est moche. C'est très moche. Quand vous dites que vous avez des sources à l'intérieur du royaume hachémite,
Alors bien évidemment, vous ne pouvez pas les citer, mais lorsque vous entendez, soi-disant, qu'un agent du Mossad aurait aidé la femme du prince Hamza à s'enfuir, il s'avère finalement que ce n'est pas un agent du Mossad. Est-ce que vous avez l'impression que face à des accusations graves, presque inédites, de corruption du royaume, eh bien les Jordaniens essayent de détourner l'attention en mettant Israël au milieu de la table? Oui, c'est tous... les dirigeants arabes, ils adorent faire ça quand ils ont des problèmes. Quand il y avait le printemps arabe, quand il y avait les manifestations et les démonstrations en Égypte, en Libye, partout dans le monde arabe, ils disent qu'il y a une main extérieure, la main du Mossad et la main des sionnites. C'est toujours... Ils blâment toujours Israël. Ça, c'est pas nouveau. On sait très bien ça. Mais au contraire, moi, j'étais le premier qui a écrit. J'ai averti les autorités. Mais quand même, les Jordaniens, ils savaient de ça. Ils savaient tout ce qui se passait. Il y a une semaine, des milliers de soldats américains, ils sont venus. Pas pour rien. Vous pensez que les soldats américains qui étaient présents à côté de la frontière savaient qu'il allait avoir Bien sûr, c'est pour ça qu'ils sont venus. Il n'y a pas de hasard dans les pays arabes. Chaque chose qui passe, elle est calculée. Des milliers de soldats américains, ils sont venus il y a 8 jours ou 9 jours en Jordanie pour protéger le royaume, pour protéger le roi. Il n'y a pas d'hasard dans les pays arabes. Est-ce que vous pensez qu'Israël a averti Amman, le royaume hachémite, de l'imminence d'un coup d'État? Je n'ai pas d'informations concernant Israël. Est-ce que vous pensez que c'est plausible qu'Israël prévienne la Jordanie d'un tel coup d'État? Oui, je pense que si. On a déjà fait ça. Pas avec la Jordanie, mais plusieurs pays. On prévient la France quand il y a un attentat ou dans les pays européens. Pourquoi pas l'Égypte ou la Jordanie? Je trouve pas... C'est pas étranger. Dernière question, Eli Cohen. Ça me semble assez quand même... C'est-à-dire que par rapport au fait qu'Israël ait pu avertir le royaume hachémite, dans le même temps, la Jordanie, et c'est dans l'intérêt d'Israël que la Jordanie soit stable, bien évidemment, mais est-ce qu'il ne faut pas, cette fois-ci, que Jérusalem demande à Amman d'arrêter de jouer sur les deux tableaux? Oui, c'est le double jeu du roi. Il sait très bien que nous, on ne peut pas le faire. On est les gentils, mais lui, il veut faire semblant qu'il est l'ennemi d'Israël. C'est pour sa popularité. Il veut faire semblant aux gens que lui, il garde l'Aqsa, Jérusalem. C'est un jeu qu'il le fait. Mais c'est vrai, il a exagéré. Pour vous, il n'y a pas la main, éventuellement, des Émirats, de l'Arabie Saoudite derrière? Non, je ne pense pas. Non, derrière ces révoltes dans la rue jordanienne? Non, je pense Qatar et les Iraniens qu'ils veulent se rapprocher d'Israël. Et la Jordanie, les Iraniens, ils ont Hezbollah dans le nord, ils ont Hamas dans le sud, ils ont besoin de la Jordanie. Et les mains de Qatar, l'argent qatari et les Iraniens, je pense qu'ils sont responsables de ce coup d'État qui n'a pas eu lieu. Merci, Eli Cohen, orientaliste et chercheur. Merci d'avoir été avec nous. Merci beaucoup. Souvenez-vous, nous avons consacré l'une de nos dernières émissions aux 10 ans de la mise en service du Trophy, le système de protection des blindés. Nous nous sommes entretenus cette semaine avec le général de brigade Guy Paglin, directeur des blindés au ministère de la Défense, la véritable tête pensante de ce qui se fait de mieux en technologie dans ce corps d'armée, apprécié à l'intérieur d'un blindé. Regardez. Nous sommes à l'intérieur du Namer, le dernier né des blindés transporteurs de troupes de l'infanterie. Au cours des dernières années, de nouvelles technologies ont été apportées à nos appareils pour que nous disposions de plus de possibilités opérationnelles. Parlons de ces systèmes de défense active. C'est l'exemple parfait de l'avancée technologique de notre corps d'armée. Pour le système de défense contre les tirs de missiles anti-tank, la Seconde Guerre du Liban a été un tournant. Et vous le voyez ici, c'est le fleuron de la haute technologie israélienne qui se trouve dans ce Namer pour nous permettre d'être plus efficaces, en premier lieu dans le domaine de la protection de nos appareils.
Là où on est, le Namer est censé être protégé de l'extérieur de n'importe quel missile qui sera tiré contre lui? Le système de protection active ajouté au système de protection plus ancien ont été pensés par nos hommes au ministère de la Défense, de manière à offrir un maximum de protection contre toutes les menaces qui existent sur le terrain. Permettez-moi de ne pas plus développer pour des raisons de sécurité évidentes. Justement, j'allais vous poser la question, où est-ce que ça se trouve les systèmes de protection? C'est à l'extérieur, c'est à l'intérieur? Est-ce que c'est quelque chose qui est autonome, ou c'est un soldat à l'intérieur qui va diriger? Est-ce que vous pouvez un petit peu nous expliquer? Oui, bien sûr. Le système Trophy, que je qualifie de système de protection active, est le seul au monde à être opérationnel. Et nous en sommes particulièrement fiers. Le Trophy équipe le tank Merkava et le Namer transporteur des troupes avec la meilleure protection au monde pour nos hommes. Le système est tellement complexe qu'il peut se débrouiller seul et n'a pas besoin d'être activé par qui que ce soit. Le Trophy est le seul au monde à pouvoir détecter la menace et tirer seul contre un objectif menaçant, c'est-à-dire un missile qui serait tiré contre l'engin. Je parle d'ordinateurs extrêmement performants qui sont capables de prendre une décision en quelques fractions de secondes. La grandeur du système ici, c'est sa complexité de planification et sa facilité d'exécution. Un bouton on et un bouton off. Ce qui est impressionnant, et je dois le dire, c'est que l'armée israélienne, Tzahal, est la seule au monde à faire confiance à ses propres hommes, à ses propres cerveaux, pour justement penser l'avenir, penser à protéger les siens dans d'autres pays dans le monde. Ce sont des entreprises privées qui correspondent avec l'armée, et ensuite ça se développe. Là, c'est assez impressionnant, tout est fait à l'intérieur. Notre écosystème de planification et de production diffère de celui mis en place dans le monde. Il n'y a pas qu'une seule société qui s'en occupe. C'est le Mamtak, notre département au sein du ministère de la Défense, qui s'en charge. Mais il y a aussi une coopération de toutes nos industries de défense. En Israël, chacune apporte sa pierre à l'ouvrage et nous intégrons toutes les composantes dans notre département. Cela représente 90% des derniers développements. Israël a dû faire face malheureusement à plusieurs conflits et c'est donc l'expérience sur le terrain qui parle, ce qui fait que la vie de l'armée israélienne est également prise en compte. Nous développons, nous proposons, nous testons ces technologies et nos appareils sur le terrain et nous corrigeons ensuite en performance. Nous sommes dans une amélioration constante. C'est pour cela que nous avons déjà connu les Merkava 1, 2, 3, 4 et désormais la 5e génération de nos Merkava 4. Est-ce que vous pouvez, vous, en tant que représentant du ministère de la Défense, dire que demain, les soldats qui vont rentrer sur le terrain ennemi sont protégés? Ou comment sont-ils protégés plus exactement? Ce qui est sûr et ce que je peux promettre, c'est que j'envoie les soldats dans les engins les plus protégés au monde face aux menaces qui pèsent sur l'armée israélienne dans la région. Il est évident que personne ne peut promettre un système de protection à 100%. On ne pourra jamais le promettre. Comment vous avez toujours un coup d'avance par rapport aux ennemis qui se trouvent aux frontières? Il s'agit d'une expérience continue, d'un long processus. Notre ennemi est lui aussi toujours en train de chercher notre point faible. Mais vous pouvez également regarder sur le long terme. Jusqu'à la Seconde Guerre du Liban, l'ennemi nous tirait des missiles anti-tanks et nous disposions de protection classique. C'est en fonction des conséquences sur le terrain que nous avons donc décidé de développer cette protection active représentée par le Trophy. C'est grâce à vous si les soldats rentrent sains et saufs à la maison? En Israël, on a un adage qui dit que c'est l'homme à l'intérieur du tank qui remporte le combat, qui remporte la guerre, pas l'inverse. Nous devons lui apporter toutes les technologies et les outils nécessaires pour lui permettre ensuite de mener à bien sa mission du mieux qu'il peut pour remporter la bataille. Votre système Made in Israel plaît visiblement à l'étranger. Est-ce que vous pouvez nous en dire deux mots? Je dois dire avant tout que le Trophy est une révolution dans le monde de la planification d'opérations, et ce, dans plusieurs domaines. On peut aujourd'hui disposer d'engins plus légers et toujours aussi bien protégés. Il est révolutionnaire parce qu'il permet aux soldats qui se trouvent à l'intérieur des appareils de combattre sans avoir peur d'être touchés. Il est révolutionnaire grâce aux technologies ultra perfectionnées que nous avons jumelées dans un environnement très dur comme celui des blindés. Le système du Trophy a transformé l'armée israélienne en une armée plus forte et plus protégée.
C'est pour cela que les autres armées sont intéressées. Les deux blindés que l'on peut comparer à notre Merkava, le Léopard allemand et le Abrams américain, disposent également de ce trophée. C'est une fierté pour Israël, pour nos ingénieurs, pour toute l'industrie de défense israélienne que de proposer un système de protection made in Israël à d'autres armées. Avant de se quitter, je voulais vous montrer notre dernière trouvaille. Dans l'engin le plus protégé au monde, vous continuez d'avoir soif quand vous êtes en opération dans une région très aride. Donc, nous avons mis à disposition des soldats ce système, un distributeur d'eau à partir du système d'air conditionné de l'appareil. Et voilà, vous pouvez boire. Made in Israël. Salut. Voici le nouvel outil de l'armée de l'air de Tsahal, le G550, dit Oron en hébreu, avion de reconnaissance ou dit espion capable de savoir ce qu'il se passe en Syrie, au Liban et Gaza en même temps, prévenir des tirs de roquettes et des missiles dotés d'un des meilleurs radars au monde. Voilà, c'est la fin de cette édition, ce nouveau numéro de Défense. Je vous retrouve donc la semaine prochaine. Ne ratez pas l'occasion. Alors, petit changement, la semaine prochaine également, comme ce soir, eh bien, ça ne sera pas diffusé le mercredi, mais bien le mardi, tout simplement parce que Israël commémore le Yom HaZikaron, la journée du souvenir des soldats tombés sur le champ de bataille et des victimes civiles du terrorisme. Bonne semaine à tous.